Bonjour à tous. Donc, je suis Yves Ménez, CIP France. Donc, petit webinaire pour vous présenter les nouveautés sur la nouvelle mise à jour de la version 2025 B de CIP. Quant à CIP Connect, donc en tant que logiciel isolé ou intégré dans Struwim Steel. On va parler donc des nouveautés essentiellement sur cet outil, sur les attaches, les assemblages. On aura les relations de contact, les bêches de cisaillement et puis quelques autres nouveautés qu'on pourra commenter. Donc, comme d'habitude, hein, si vous allez sur cip.com, vous trouverez sur la page d'accueil l'accès donc à la version 2025B sur le texte des nouveautés. Vous cliquez sur voir les dernières nouveautés, ou alors vous allez dans solutions, nouveautés, vous aurez un accès, mais cet accès-là sera plus direct sur les actualisations de la version 2025B. Et parmi les nombreuses nouveautés de cette mise à jour qui a été publiée le 1er juillet 2024, on trouvera les nouveautés CIP Connect Struwim Steel, puisque effectivement CIP Connect est également intégré à Struwim Steel. Avec les différentes nouveautés, vous trouverez quelques nouvelles normes. Alors on parle de quelques annexes nationales Eurocode et quelques autres normes nationales dans le monde qu'on trouvera. Mais on trouvera surtout effectivement sur ces nouvelles fonctionnalités métiers, donc communes à tous, les relations de contact, les bêches de cisaillement. On a une fonctionnalité assez intéressante pour la partie modélisation sur les plans de référence selon deux barres, des accès directs et une réorganisation aussi des éléments et matériaux de la bibliothèque. Et puis, on a aussi quelque chose qui permet de faire des appuis partiels de plaques d'ancrage, des nouveaux types d'ancrage avec tête. Et puis, on va pouvoir aussi activer des vérifications optionnelles pour les assemblages avec ancrage. L'intégration de nouveaux ancrages chimiques post-scellés de la marque Hilti, de nouveaux ancrages chimiques et mécaniques de la marque Rollplug. Et on pourra aussi sélectionner le type de barre dans les ancrages préinstallés. Donc je vous invite à consulter tout ça dans les nouveautés de la version 2025.b. Donc comme vous voyez, il y en a encore de nombreuses nouvelles fonctionnalités dans CIP Connect. On va aller en voir quelques-unes plus précisément, plus en détail. Alors, donc, une nouvelle opération vraiment très intéressante, c'est la possibilité de créer des relations de contact. Ça va résoudre beaucoup de doutes d'utilisateurs qui effectivement ne souhaitaient pas forcément boulonner un appui simple ou comment modéliser l'encastrement d'un tube dans un autre tube. Donc on a quelque chose qui s'appelle la relation de contact. On va voir un petit peu comment ça fonctionne ça. Par exemple, dans cet assemblage-là, on a une poutre qui repose sur une autre poutre. Donc en fait, on va éditer on va consulter comment a été configurée la chose. Donc on a notre profilé, on a la mise en place du raidisseur 2 hein, qui est ici. D'accord. Un raidisseur 2 qui nous connecte notre profilé B2 à nos plaques 2 et la plaque 1, voilà, qui sont ici. Ces plaques-là sont donc boulonnées, vissées, boulonnées sur notre profilé donc B1. Alors, dès lors que, c'est un commentaire qu'on répétera, dès lors qu'on a un élément qui est vissé sur un autre élément, on va dire qu'il y a naturellement une relation de contact qui s'établit. Ça, c'était déjà le cas avant, donc une plaque vissée sur une autre plaque, une plaque vissée sur la semelle d'un profilé, comme c'est le cas ici. Une relation de contact s'établissait automatiquement. Donc là, on avait déjà la possibilité de correctement modéliser. Simplement, ce qui se passait, c'est que on ne modélisait pas en fait la possibilité au profilé de transmettre directement sa charge en point de contact sur notre autre poutre. Il aurait éventuellement fait simplement de faire un boulonnage,
c'était une solution jusque-là pour en termes de pour prendre en compte le point de contact, mais à défaut de boulonnage, ben, on n'avait pas de point de contact qui s'établissait. Donc on avait l'effort qui se transmettait directement par ces plaques à l'intégralité de l'effort contenu dans l'IPE. Maintenant, on a quelque chose qui s'appelle effectivement contact. Alors contact, c'est quoi? C'est entre profilé B2, l'aile inférieure, et profilé B1. Et ça se modélise comment? Par un petit plan vert qu'on voit ici. On va filtrer un petit peu ça. Voilà. En fait, ce contact est modélisé par cette plaque verte pour qu'on visualise bien qu'un point de contact se mobilise sur cette face de nos profilés. Donc ça va amener à quoi, par exemple, dans le cas présent ici? À ce que la charge contenue dans cette poutre B2 soit transmise à la poutre B1 et par les, les plaques, les renforts qui ont été mis en place vers les plaques latérales, mais aussi sur le profilé B1, et on peut s'attendre effectivement à ce qu'un effort tranchant, le gros de l'effort tranchant passe directement dans ce point de contact en soulageant quand même les raidisseurs latéraux qui viennent maintenir tout ça, mais voilà. Donc ça nous permet de faire un assemblage aussi plus facilement démontable, tout dépend de la structure qu'on va faire. Donc en gros, comment ça fonctionne ces points de contact? Ça fonctionne suivant une approche non linéaire, c'est-à-dire que sur cette surface verte, on va avoir de mobiliser des points de contact sur le maillage, aux éléments finis, et qui ne fonctionnent qu'en compression. Dès lors qu'il y a soulèvement, il y a ce produit de non-linéarité qui va être pris en compte par le logiciel. Donc, tant qu'on a de la compression, il y a un point de contact. Quand on est neutre, il y a point de contact. Et dès lors qu'il y a soulèvement, se produit une non-linéarité, une déformée de ce point de contact. Donc, le logiciel va pouvoir gérer ça. Si on a une flexion, on va pouvoir gérer le soulèvement et le prendre en compte suivant le torseur appliqué, quoi. Donc, là, on a vu un exemple de ce point de contact. On pourrait en voir un autre qui est, par exemple, sur du tubulaire, un assemblage qui serait démontable. Donc, pareil, qu'est-ce qu'on a? En fait, on a quoi? On a alors là, on peut faire usage des groupes d'opérations. Donc, on a un profilé B2, un profilé B1, et on a utilisé une barre 1, qui est celle-ci, qui est définie ici, un profilé tubulaire, qu'on utilise pour se ficher en fait dans ce profilé-là. Donc en fait, on a notre profilé, notre barre 1 qui est soudée dans B1. Donc, la soudure, on va la trouver dans le groupe de soudure qui est ici. Voilà, on a un groupe de soudure qui permet de souder cette petite barre dans B1. Et cette barre 1 pénètre dans B2 et est ensuite boulonnée, vissée, boulonnée. D'accord? Ces vis-là. Et jusque-là, si on faisait un calcul comme ça, en fait, on n'avait pas forcément la prise en compte du fait que si on a un moment de flexion sur cette jonction-là, la face supérieure de notre profilé ici s'appuie, de la barre B1, s'appuie sur l'intérieur de la barre B2. Donc aujourd'hui c'est possible. Donc si on regarde sur le côté ici, on va avoir effectivement, et puis pareil, là où on a soudé le contour du profilé, mais pendant ce temps, le reste de la barre B1 de la barre, petite barre 1, hein, celle-ci, barre 1, dans B1, on ne prenait pas en compte le fait qu'il y a un encastrement qui se produit, enfin un point de contact qui en cas de moment, euh, ben, soulage complètement nos soudures en fait ici, et il y a vraiment un point de contact qui s'établit entre ces barres-là.
Donc là, tout d'un coup, on peut mobiliser, le modéliser sur du tubulaire, par exemple, ici, ça se modélise ainsi, hein, par exemple, le contact 1, c'est le contact, on le voit supérieur, c'est entre le profilé B1 à l'aile supérieure et la barre B1, la petite barre qu'on a mis dans la tâche à l'aile supérieure. D'accord? Et on fait comme ça pour les quatre côtés, et c'est comme ça qu'on arrive à mobiliser un point de contact entre ces barres-là. Pour ce qui est de la partie boulonnée, comme on l'a dit tout à l'heure, on n'a pas besoin forcément de mettre, on n'a pas du tout besoin d'ailleurs, sur la face, les faces latérales, là ici on va pas avoir besoin de créer de contact parce on a boulonné. Donc à partir du moment où on a boulonné, un point de contact s'établit naturellement entre les plaques sollicitées. Par contre, en face supérieure et face inférieure, on n'en a pas, donc on va pouvoir créer ce point de contact et mobiliser vraiment totalement le point de contact entre ces tubes. Alors ça, c'est donc entre profilés métalliques. On va retrouver aussi cette relation de contact sur une attache d'un profilé acier ou bois sur un élément en béton avec la même logique de non-linéarité possible. Alors, par exemple, ici, voilà, on a créé la possibilité ici. Un peu la même logique que tout à l'heure où on était une poutre métallique sur une poutre métallique. Là, c'est un peu la même jonction, mais c'est poutre métallique sur un dé béton. On va pouvoir mobiliser l'appui sur notre élément béton. Donc soit sur l'intégralité du point de contact, hein, donc ça c'est sur la sélection, soit on définit à l'élément et là on va pouvoir définir la géométrie du point de contact. Alors je vais rester dans ce cas-là sur sélection. Voilà, c'est vraiment tout ce qui est en contact entre les deux éléments, profilé B2 et notre débéton. Par exemple ici, on était sur une attache qui est déportée, constructivement parlant, au niveau des tiges d'ancrage. Donc du coup, le fait d'avoir ce décalé, c'est-à-dire qu'en réalité, la tige d'ancrage, elle est non pas entre notre plaque en contact avec le débéton, mais elle est ancrée entre la plaque 6 et le débéton. Donc il y a pas de point de contact direct. Là, par exemple, c'est celui-là. Voilà. Celui-là, on est sur ancrage 1, il est entre la plaque 2, d'accord? Entre la plaque 2 et le débéton. Donc du coup, dans une configuration comme ça où en fait l'ancrage est rehaussé, on n'avait pas de mobiliser la, hum, le point de contact entre la plaque de base et le débéton. Donc pour l'établir, eh bien, on a pu créer donc ce contact 1 ici. Encore une fois, si on filtre un peu, on verra l'impact. Et donc là, c'est sur l'ensemble de l'emprise de notre élément béton. Voilà, donc c'est le point de contact entre la plaque 1 et le béton. Et ici, on a défini justement la dimension en plus de ce des bétons. Voilà. Donc voilà, ça va permettre du coup, encore une fois, toujours cette même nouveauté de prendre en compte ce cas de figure-là, dans le cas où effectivement ce ne sont pas les deux éléments boulonnés ou ancrés entre eux qui sont directement en point de contact. Donc là, on a une rehausse qui nécessitait effectivement cette fonctionnalité-là.
Alors, une autre nouveauté très très intéressante, ce sont les bêches de cisaillement. On nous l'avait souvent demandé. Est-ce que vous faites ça? Parce que on en a souvent besoin et il n'y a pas d'outil qui nous permet de le faire correctement. Alors, on pouvait le faire jusque-là d'une manière détournée. On avait des opérations pour dans le logiciel initial de calcul pour y arriver. Aujourd'hui, on peut le faire de manière beaucoup plus directe. Alors, ça va être par exemple ce cas de figure-là. Hem, donc, qu'est-ce qui a été fait ici? Donc on a, donc ça va être vraiment si je reviens sur notre croquis, si on a dans une configuration où on va avoir un fort et fort tranchant, sollicité, sur le pied de poteau, pour soulager nos tiges d'ancrage. Donc là, par exemple, si on a une forte traction ou compression, sur une diagonale, enfin va se développer un fort et fort tranchant qui va générer donc un cisaillement sur les organes de notre attache. Donc en l'absence de bêche de cisaillement, c'est les tiges d'ancrage qui se prennent tout. Alors si en plus on a un mortier de nivellement, on crée un bras de levier supplémentaire et là on a les tiges d'ancrage qui trinquent. Donc là aujourd'hui, ce qu'on va pouvoir faire, c'est effectivement créer une entité bêche euh, qui va quasiment intégralement reprendre cette composante horizontale pour intégralement soulager nos tiges d'ancrage qui tout d'un coup fonctionneront quasiment uniquement en traction compression. Ici en traction, dans le schéma qu'on voit. Donc ça se modélise comment? On a quelque chose qui s'est créé en plus au niveau d'un ancrage où on définissait donc nos différents ancrages en coordonnées XY avec le type de cheville précellée, etc. On définissait, si ça n'avait pas été fait en amont, la géométrie du débéton. Et ce qui vient de s'ajouter aujourd'hui, c'est un nouvel onglet qui s'appelle bêche de cisaillement où on vient rajouter donc cette entité. On vient donc choisir le matériau, la section du profil et sa longueur. On peut aussi paramétrer son angle de rotation. Voilà. Et ça permet de mobiliser effectivement cette bêche de cisaillement sur ça. Je vais couper ma webcam pour laisser plus de place sur l'écran. Donc, on pourra voir comment fonctionne cette entité-là. Alors, attendez, hop, on va se faire un petit enregistré sous, voilà, à calculer. Tac. Et on va aller voir justement ce que ça donne au niveau du calcul, une telle entité. Si je pars donc dans l'onglet calcul, voilà, donc imaginons que soit depuis mon logiciel de calcul de structure, j'ai obtenu les cas de charge ou je les ai saisis moi-même, saisi moi-même mon torseur. Donc là, on a un gros effort de compression. Hop, et un tranchant. Donc on lance un calcul en contrainte de déformation et on va voir ce que ça va nous donner à la fin de ce calcul. Donc là, il y a pas mal d'organes, c'est toujours OpenSys qu'on sollicite, donc il y a un petit temps de calcul. Le temps que ça se fasse, je vais ouvrir depuis le CP menu une nouvelle session de CP Connect. Donc ça, petit rappel, hein, si vous ne le saviez pas, effectivement, on peut toujours avoir 2 sessions de CP Connect d'ouvertes pour regarder 2 projets différents, par exemple. Donc là, moi, j'en ai un qui calcule et puis l'autre
sur lequel on va pouvoir consulter ça. Donc, on va voir à la fin effectivement ce résultat. Donc, voilà, on pourra constater à la fin dans le maillage la concentration de contraintes sur notre bêche de cisaillement, et on verra qu'il y aura de respecter enfin, le cisaillement va être mobilisé que sur la partie béton, le débéton, pas sur le mortier de nivellement. Donc, on verra vraiment un petit effet de coin au niveau du contact avec le premier contact avec le béton. Donc, juste commenter, voilà, le temps que le calcul arrive, que en fait, quand on vient mettre en place une bêche de cisaillement, en fait, on vient mettre en, c'est comme une aussi, donc vous avez vu l'opération qu'on a créée qui a été créée au préalable, qui sont les relations de contact. Bah, en fait, une bêche de cisaillement, ce qui se passe, c'est qu'on crée un profilé qui établit justement automatiquement des relations de contact sur tous les bords verts que vous voyez sur les profilés, là, suivant le type de profilé que vous choisissez. Si c'est un type I, par exemple, vous allez avoir une relation de contact entre les deux semelles et le béton, et puis deux relations de contact entre l'âme et le béton, U, L, T, tôle, tube. Donc ça va être représenté ainsi, quoi. Hop, ça a calculé. Qu'est-ce qu'on va constater donc toujours sur le diagramme de couleur, le taux de travail jaune, c'est tous les éléments, donc vert, tous les entités qui sont sollicitées entre 0 et 20%, en tout cas dans la tâche. Donc, en l'occurrence ici, tous nos profilés métalliques, y compris notre bêche, sont faiblement sollicités, ça va. En bleu et jaune, on est entre 20 et 60%. Voilà, donc on voit que nos tiges d'ancrage sont sollicitées entre 40 et 60%. Alors là, ici, c'est le béton qui est dans les limites, 80-100%. Donc on voit qu'il est à un taux de travail de 87%, ce qui reste encore admissible, mais effectivement, vient de se développer une contrainte de compression dans le béton. On est à 20 MPa contre 23 MPa, donc on est OK sur cet aspect-là. Mais ça va être dû essentiellement à quoi ça? Ça va être justement ce qu'on aura pu constater dans la contrainte de von Mises. Effectivement, ce qu'on voyait sur le PowerPoint, on voit se développer effectivement un état de contrainte ici, et qui se concentre beaucoup un petit peu plus ici, à l'endroit où le débéton commence en fait. Si on regarde, c'est vraiment à la jonction avec le débéton. Et par contre, on a des capacités résistantes qui sont correctes sur les tiges d'ancrage. Donc là, on vient de soulager fortement nos tiges d'ancrage dans un type d'assemblage comme celui-ci. Une autre nouveauté, alors plusieurs, en tout cas autour des matériaux et notamment la sélection du type de barre dans les ancrages précellés. On va rester sur notre exemple ici. Et on va retourner donc dans l'édition de l'assemblage. Et au niveau de l'ancrage, effectivement, aujourd'hui, on va avoir plusieurs catégories de chevilles précellées en fonction du type de barre, savoir si on est en haute adhérence, tige filetée ou barre lisse. Parce qu'effectivement, il y avait le besoin de séparer, parce qu'en fonction du type de barre, eh bien, on va pas avoir forcément, et ça va être une autre des nouveautés que je vais exprimer, le même matériau, enfin le même bibliothèque de matériaux, et puis aussi les mêmes modalités d'ancrage en termes de scellement dans le débéton, et en termes
fixation, boulonnage sur le soudage sur la platine. Donc ce choix qui peut être fait et voilà qui va nous donner accès en fait à des menus différents tout d'un coup sur les têtes de scellement et les têtes de fixation à la platine. Par exemple, donc barre à haute adhérence, on trouvera l'ancrage à 180 degrés ou 90 qu'on ne trouvera plus ensuite sur des tiges filetées par exemple. Tiges filetées, on est sur toujours des éléments droits avec des tôles avec écrou avec double contre-écrou ou pas. Voilà. Barre lisse, on va retrouver encore d'autres aspects possibles, dont les, la platine soudée en bout de cheville. Donc en fait, cette séparation a permis effectivement derrière de réorganiser des options qui soient en cohérence avec le type de barre. Donc à ce propos, on a donc aussi des nouveaux types d'ancrage en tête, notamment sur les barres à haute adhérence. Et un accès direct aux éléments et matériaux de la bibliothèque. Alors on va voir quelque chose de plus habituel à ce qu'on avait dans CPK et CP3D. Si on va dans donc dans les bibliothèques d'utilisateurs, on a donc des bibliothèques matériaux, des bibliothèques d'éléments. Par exemple, si on regarde les types d'acier pour les ancrages, une nouveauté, c'est le fait que tout d'un coup, même si les questions posées sont similaires, hein, référence, module d'élasticité, etc., limite de rupture, eh bien on a 3 bibliothèques distinctes d'acier pour les ancrages. Auparavant, il y en avait une. Les matériaux barre à haute adhérence, les matériaux tige filetée, les matériaux barre lisse. Et en face de ça, en termes de bibliothèque d'éléments, parce que ça, ce sont les matériaux, l'acier, de ces différents types de barres. Au niveau des éléments, pareil, on va avoir 3 groupes de bibliothèques distinctes, ce qui va permettre de ne pas mélanger en fait effectivement de l'haute adhérence à de la tige filetée. Avec pour chacune de ces bibliothèques, bien entendu, puisqu'on est là sur les bibliothèques des éléments, des ancrages, la possibilité de paramétrer l'ensemble des diamètres associés à cette série-là. Et c'est ça qui va permettre, quand on crée un ancrage, d'avoir un menu déroulant qui nous permet de choisir du diamètre 6 au diamètre 32 par exemple, mais pas le diamètre 40 par exemple, dès lors qu'on est sur de la barre à haute adhérence. Donc ça se concrétise comme ça, c'est-à-dire que cette gestion-là, donc il faut la faire préalablement en bibliothèque. Et quand on crée donc notre assemblage, notre ancrage, auparavant on pouvait de manière un peu libre créer un matériau, mais avec le risque qu'effectivement ce soit un matériau qui a été créé ponctuellement à tel endroit dans l'assemblage et donc des risques d'incohérence d'un assemblage à l'autre. Aujourd'hui, c'est plus ça. On a donc effectivement, suivant si, en tout cas sur plusieurs choses qui se croisent, notamment sur les chevilles précellées, le fait de choisir vraiment, on n'a pas qu'un seul choix de cheville précellée, on en a 3 parce qui va dépendre du type de barre. Du coup, si je suis en barre haute adhérence, je n'ai que le type que l'acier qu'on a vu là tout de suite dans la bibliothèque de matériaux, le N10-080. Si je suis en tige filetée, je vais avoir accès à la bibliothèque de matériaux correspondante. Et ensuite, en termes d'éléments, je viens sélectionner, on le voit ici, du diamètre 6 au diamètre 32, c'est ce qui a été défini dans la bibliothèque. Et au final, le point d'interrogation, le point I d'information, pardon, c'est vraiment de l'information sur ce qu'on est en train de sélectionner. Simplement, et ça c'est juste un repère pour comprendre à quoi correspondent les cotes L1, L2 qu'on sollicite ici en fonction des choix qu'on fait sur le type d'ancrage.
Donc, plus de cohérence, ça nécessite du coup de bien préparer ses bibliothèques au préalable, mais après, effectivement, quand on sélectionne un matériau, on est vraiment de manière robuste sur les bibliothèques définies au départ dans le projet. Donc c'est vrai quand on les utilise ici, mais c'est vrai aussi lors de la définition du nœud au tout début du projet, quand on reçoit nos barres, bah, effectivement, on va s'associer à un matériau S275 ou 255 qui correspond à ce qui est disponible en bibliothèque et on ne vient pas en créer à la sauvette ici. Et quand on clique sur le bouton information, bah, on a les caractéristiques mécaniques associées. Si j'ai besoin d'un acier en plus, il va falloir que je le crée en bibliothèque à la base et ça me bénéficiera en plus pour tous mes prochains projets si je fais une gestion de bibliothèque. C'est beaucoup plus sécurisant que d'en créer comme ça, par-ci par-là. Alors, on on n'ajoute pas souvent non plus des matériaux acier dans sa bibliothèque, hein. Une fois qu'on a établi un peu ce qu'on utilise, c'est établi. Donc voilà sur un petit peu un mix entre les types précellés, puis aussi la gestion d'éléments dans les bibliothèques. Et puis, bah, comme je le disais, on a beaucoup d'autres aspects. Euh, donc, on a effectivement des vérifications optionnelles qui peuvent s'ajouter encore sur les ancrages, des vérifications de rupture, des vérifications sur les ancrages, donc rupture par extraction glissement, le cône de béton en traction, le fendage du béton. Donc c'est à l'utilisateur, par défaut ils sont activés, mais l'utilisateur va pouvoir agir dessus. Et donc là, ça sollicite, suivant le type de précédemment utilisé, l'Eurocode 2 ou l'Eurocode 4. Et puis, effectivement, l'ajout de nouveaux ancrages précellés de chez Hilti. Et enfin, aussi l'ajout de nouveaux ancrages de chez Ralplug, j'en ai parlé au tout début. Donc dans les bibliothèques de Cellman. Donc ça se produit comment, hein, pour rappel, vous créez un compte. Attendez, que j'y retourne. Toc toc. Tiens, on va aller sur celle-ci. Alors, donc là, si par défaut je suis en barre à haute adhérence, si je veux passer dans un type post-scellé, d'accord, post-scellé, je viens accéder, je me crée un compte sur la OpenView Database, c'est gratuit. Je peux télécharger les différents catalogues fabricants. Donc j'ai un menu au départ, la première fois, pour m'informer qu'effectivement ben, j'accède aux informations du catalogue et euh, le fabricant peut en avoir information, statistiques, etc. Ok, donc là maintenant que j'ai les catalogues de disponibles, je vais pouvoir choisir effectivement dans la, dans le catalogue fabricant sélectionné une référence. Je vais pouvoir la mettre en place. Ok, on va mettre UM16. Et ici, j'ai des typologies aussi euh, disponibles qui vont varier en fait. Donc là, je suis sur harcèlement chimique. Voilà, donc le catalogue Replug, c'est la nouveauté. Ilti, on a eu des nouveautés, des rajouts de références. Et puis voilà, je,
Je... Il me reste donc à vous remercier d'avoir suivi ce webinaire. Donc, beaucoup de nouveautés encore, métiers dans CP Connect qui correspondent aux demandes qui nous ont été faites des utilisateurs. Donc, cette nouveauté relation de contact qui ouvre encore un autre domaine d'usage de CP Connect qui n'est pas forcément dans le domaine de la fixation directe par soudure ou par boulonnage. On va avoir aussi ce point de contact qui va être mobilisé. Et puis les bêches de cisaillement qui étaient vraiment quelque chose de nécessaire, qu'on arrivait à contourner jusque-là, mais maintenant on a une action directe qui va rendre plus fiable les projets des utilisateurs. Merci à tous, à bientôt.